peut-être un peu parler de koh vu qu'en ce moment, c'est un peu 7 Ouais, millions ensemble la semaine dernière et 6 millions 5 hier. ouais. Du coup, une question peut-être un peu simple, mais du coup, en dehors des tournages, vous faites quoi en fait la journée à koh? Bah, tu sais, koh c'est une PME. koh c'est 150 personnes, globalement, avec 100 Français et 50 locaux qui viennent vraiment des villages alentours où on tourne. Euh, les 100 personnes, les 150 personnes sont dirigées par 4 personnes. Le producteur, le directeur de production, le réalisateur et moi. Donc, si tu veux, on est à la tête d'une production et tu vois, c'est un travail au quotidien. C'est-à-dire que l'animation en elle-même, je ne te parle pas de la préparation de l'animation, mais l'animation en elle-même, c'est la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, c'est la gestion des hommes, c'est la gestion des aventuriers, c'est la gestion de l'édito, c'est-à-dire de ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait évoluer les choses. Je vous donne 2 exemples. Euh, vous avez prévu un jeu que vous avez construit le lundi pour le mardi matin. Sauf que dans la nuit de lundi au mardi, il y a une très forte marée, un gros coup de vent, une alerte cyclonique qui pète le jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Vous voyez, c'est ça. Vous avez un aventurier qui est malade. Comment on gère ça avec l'équipe médicale? Comment on arrive à passer outre? Qu'est-ce qu'on met en place comme règle pour que ce ne soit pas rédhibitoire? Toutes ces choses-là, la construction des jeux, les tournages en eux-mêmes, ce qui se passe sur place, l'évolution. C'est-à-dire que nous, on est à flux tendu là-dessus. C'est-à-dire que on fait en fonction de ce que les aventuriers font. À un moment, on n'a pas pensé qu'un aventurier éteindrait le feu sur la première émission. On ne pensait pas qu'un Ahmad sortirait Théora à l'émission 3. Donc, nous, on pilote ça. On est un peu comme un pilote de cerf-volant. C'est-à-dire qu'on est dépendant du vent et on a les suspentes et il faut les manier avec beaucoup de tact et de minutie pour réussir à garder le cerf-volant dans la bonne direction et à la bonne altitude. Et puis on est en autonomie complète. Quand tu es au Fidji, perdu sur une petite île à 1 heure et demie d'avion de la capitale qui ressemble à une petite bourgade française, t'as pas intérêt d'avoir oublié des clous ou de la corde. Parce que là, t'es mal. Il n'y a pas un bricorama dans le coin. Hein. Donc, c'est une grosse organisation, c'est une grosse pression. Parce qu'encore une fois, c'est un barnum important. C'est une émission qui coûte extrêmement cher à produire. Et puis, tu peux pas, tu vois, quand une émission, ça fait 3 jours, si tu peux pas perdre une journée, quoi. Moi, je suis très attaché à 2 choses. La vie professionnelle en elle-même, qui est pour moi basée sur une organisation très verticale. Ça veut dire que the right man at the right place, avec une organisation hiérarchique très établie, très codifiée. Et nous, sur koh on a ça. Quelle que soit ta fonction, ton grade, elle doit être le plus possible horizontale. C'est-à-dire que le soir, tu peux partager ton dîner avec le mec qui tire les câbles, avec le type qui fabrique les jeux et qui est là que depuis 1 an. C'est-à-dire que la hiérarchie, l'organisation de la journée n'est pas incompatible avec une vie sociale très horizontale en dehors des moments de boulot. Et c'est aussi, je crois, le secret d'une entreprise et d'une unité qui fonctionne bien. Du coup, on a parlé un peu de travail, de talent, enfin d'envie, et un peu de chance. Vous pensez à koh c'est quoi ce qui fait un grand aventurier ou que les gens justement ils arrivent à se dépasser? Je pense que pour être un très bon aventurier de koh et on le voit encore cette saison, je pense que le portrait robot, c'est Claude, c'est-à-dire fort dans les épreuves, compétent en survie et malin dans la stratégie. Quand il vous manque un des éléments, une des bases, malheureusement, ça boite. Et quand on boite, on va moins vite que quand on boite pas. Et on l'a vu avec Théoura ou encore avec Sam, quand tu n'as pas le côté stratège, et c'est un peu pareil dans la vie. Vous verrez des gens qui sont super forts, mais qui ne sont jamais capables de s'intégrer, qui ont du mal à se retrouver dans le bon pipe au bon moment.
ont du mal à se mettre dans, dans la bonne mouvance. Et ben, c'est compliqué. C'est ça que j'appelle la stratégie aussi dans la vie. Si vous êtes bon dans tous les domaines, mais que vous ne savez pas vous placer, ben, à un moment ou un autre, vous serez devancé par des gens qui sont peut-être moins bons, mais plus malins que vous. Encore une fois, il faut être malin. Et puis ensuite, ben, dans Koh-Lanta, ce qui est génial, c'est que c'est le rêve de Robinson Crusoe, c'est de se tester et de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas sur une île déserte en pleine précarité et en étant totalement autonome au niveau de la bouffe. Ben, y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent moins, mais c'est un engagement, une exigence extrêmement importante. Aucune autre émission de télévision ne met des anonymes dans des conditions aussi précaires et dans des conditions aussi difficiles. Et c'est marrant parce que je trouve qu'on peut faire une belle analogie entre le monde professionnel et Koh-Lanta. C'est-à-dire que la vérité du premier épisode n'est pas celle du troisième ou du quatrième. Et c'est ça qui est magique dans Koh-Lanta et c'est ce qui permet aussi à des aventuriers qu'on n'avait pas du tout soupçonnés dès les premiers épisodes, eh bien, d'aller loin. Et ça, c'est la vie. Je voudrais vous citer Christian Clot. Je vous invite à lire le bouquin qu'il a écrit. C'est un aventurier hors pair, un type qui a passé un certain temps, le même nombre de jours, avec très peu de repos entre chaque expérience, dans 4 univers très différents. La partie la plus chaude et la plus sèche du monde, la partie la plus chaude et la plus humide du monde, la partie la plus froide et la plus sèche du monde et la partie la plus froide et la plus humide du monde. Et là, il va le refaire, mais en emmenant à chaque fois 20 personnes avec lui. Et ce qu'il me disait, c'est marrant, on se parlait hier, parce qu'on préparait quelque chose pour Ushuaïa TV, et il me dit, tu sais, Denis, le physique de l'homme par rapport à la femme, la supériorité physique de l'homme par rapport au physique de la femme, c'est valable 3-4 jours. Après, dans un milieu hostile, c'est le mental qui fait la différence. Ben, sur Koh-Lanta, c'est un peu ça. Encore une fois, dans une précarité extrêmement importante, ben, c'est le mental qui fait la différence. Il vaut mieux, encore une fois, être quelqu'un de robuste sur la durée plutôt qu'un espèce de génie éphémère. Ok, super. Et du coup, bah, ça fait 20 ans que vous présentiez koh. Du coup, si vous avez un souvenir, votre meilleur souvenir de koh, ce serait lequel? Oh, c'est compliqué parce qu'il y en a tellement. Est-ce que c'est un souvenir? C'est des moments aussi de partage avec les populations locales. C'est peut-être ce jour où, moi qui suis un passionné de photos, je me retrouve dans un tout petit village, seul, perdu, dans un petit village d'une toute petite île au sud du Cambodge. Et en faisant des photos, en rentrant dans les maisons comme ça, parce qu'il y a un accueil formidable, je me rends compte qu'une femme est en train d'accoucher, parce que là-bas, il n'y a pas de maternité, il y a une espèce de personne qui fait office de sage-femme, mais qui a, à mon avis, même pas les compétences d'un secouriste en France. Et on voit, et pourtant on ne peut pas se parler, puisque je ne parle pas leur langue, ils ne parlent pas la mienne, et ils ne parlent pas l'anglais. Je vois en tout cas que ça se passe mal. Et à ce moment-là, je fais venir le médecin de Koh-Lanta qui arrive avec un bateau au plus vite et qui me dit on va sauver sans doute la maman, mais je pense que le bébé, on ne le sauvera pas. Et on fait venir notre hélicoptère, on évacue cette femme qui n'était jamais sortie de son village. Ouais. Elle me confiera après qu'elle n'avait jamais dormi dans un lit, puisqu'elle est allée à l'hôpital de Sihanoukville, qui était à 1 heure d'hélicoptère. Et pour la petite histoire, elle a été sauvée et le bébé aussi. C'était une petite fille qu'elle a appelée Chance en cambodgien. Voilà, donc ça reste un de mes très très beaux souvenirs de cette aventure, parce que c'est une aventure humaine avant tout, avec des aventuriers bien sûr, avec une équipe technique évidemment, mais aussi avec la population locale. Et c'est au contact des autres qu'on s'enrichit. Tout seul, on n'est rien. Ok, super. Du coup, c'est comment elles sont choisies les destinations? Tu sais, il y a un vrai souci, c'est-à-dire qu'il faut remplir un cahier des charges extrêmement précis pour pouvoir prétendre organiser une émission comme Koh-Lanta. Il faut une sécurité politique, il faut une stabilité politique.
On ne peut pas aller dans un pays qui serait en conflit. Il faut une stabilité sanitaire. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller dans un pays où, à moins d'une heure de n'importe quel moyen de locomotion, on est capable de trouver une structure médicale, un hôpital à peu près équivalent à ce qu'on trouve en France. Il faut une stabilité religieuse. On ne peut pas aller dans un pays où il pourrait y avoir une insurrection religieuse, quelle qu'elle soit. Il faut des conditions météo. C'est-à-dire que quand on décide de tourner, je dis n'importe quoi, au mois d'octobre, eh bien, il y a des endroits, par exemple en Asie, où on peut tourner, où on est encore dans la saison sèche, puis il y a des endroits où même si c'est magnifique, on ne peut plus tourner parce qu'on est en pleine mousson et qu'on est dans des conditions climatiques qui sont incompatibles avec Koh Lanta. Donc, quand tu mets bout à bout toute cette organisation, il faut aussi que le pays soit d'accord pour nous accueillir. Attendez. Ouais, pardon, j'avais un coup de fil. Quand tu mets bout à bout tout ça, tu te rends compte que des endroits dans le monde où on peut organiser Koh Lanta, il n'y en a pas tant que ça. C'est aussi pour ça que quand on a un spot, ou en tout cas une zone intéressante, on peut y rester plusieurs années, comme les Fidji, où on a tourné tout au nord dans un archipel qui s'appelle Yasawa, et où on tourne maintenant tout au sud dans un autre archipel qui s'appelle Kandavu, parce que ce sont des îles absolument merveilleuses dans un endroit assez peu touristique. Ok, super. On va faire une dernière question. Ouais. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à s'inscrire pour Koh Lanta? Je dirais à quelqu'un qui hésite que si son hésitation, c'est de savoir s'il est motivé ou pas, alors il ne faut pas y aller. Si son hésitation, c'est de se dire est-ce que je dois y aller parce que c'est la télé, etc., là, je lui dirais fonce. Mais il faut une motivation à 2000%. C'est-à-dire, c'est tellement dur. Si tu n'es pas motivé au maximum, tu n'as aucune chance de briller. Et tu n'as pas beaucoup de chance non plus de te faire plaisir, ou en tout cas de comprendre le côté un peu jouissif, c'est un peu maso ce que je veux dire, mais le côté jouissif de l'abstinence de plein de choses. C'est-à-dire que c'est comme tout, quand on vit une galère, regarde, on a tous crevé un jour sur une route nationale ou sur une autoroute avec sa bagnole, le jour où ça t'arrive, putain, mais tu maudis la terre, c'est horrible. Et puis 10 ans après, quand tu le racontes à des potes, mais tu sublimes le truc, tu dis, bah ouais, j'étais là. Enfin, entre ce qui s'est passé et ce que tu racontes, il y a quand même un vrai bémol. Et Koh Lanta, c'est ça. Plus t'en chies, plus derrière, ton épopée, elle apparaît comme grandiose. Et ton mérite est plus grand en fonction de ce que tu as vécu. Si tu fais un Koh Lanta avec 40 jours sans une goutte de pluie, bien sûr que ce sera difficile. Mais tu seras moins dans l'emphase quand tu en parleras que si tu as pris des grosses draches de pluie tropicale sur la tête et que tu étais trempé, et que tu as eu froid, et que tu n'as pas dormi, et que le feu s'est éteint, et que machin a abandonné parce qu'il n'en pouvait plus. Voilà, ça renforce encore une fois ton aventure et la difficulté de ton aventure. Donc, tout ça pour vous dire que quand on fait Koh Lanta, il faut être motivé à 100%. Il faut être, mais comme habité par l'idée d'avoir envie de se tester physiquement et psychologiquement dans un univers qui est tellement loin du nôtre. Nous, on mange matin, midi et soir. Parfois, on fait le goûter. On prend un café dès qu'on en a envie. On dort dans des conditions extrêmement confortables. On vit dans des conditions extrêmement confortables. Là, d'un seul coup, tu manges plus, tu dors mal, tu as des épreuves et tu peux être éliminé. Ça fait beaucoup, donc vraiment, il faut être motivé. Si tu n'es pas motivé à 100%, si tu vas juste pour faire de la télé ou pour te dire « Ah tiens, ça peut être peut-être sympa, ça m'amuserait de voir ça », tu fais 2-3 jours, soit tu abandonnes, soit tu es rapidement éliminé parce que très vite, tu te mets en marge du groupe.